par exemple, je l'appelle client A, par exemple, projet, mais pour l'instant, je ne vais pas appeler ça comme ça. On va simplement appeler atelier real time DB. Je l'appelle simplement comme ça. Est-ce que vous suivez? Voilà, je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez mieux voir. Et puis, enregistrer l'application. Je vais enregistrer l'application. Donc, pourquoi on crée ce projet? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour récupérer les identifiants par projet. Est-ce que ça va? Et une fois qu'on a récupéré les identifiants, voici les identifiants qui nous ont été récupérés. Ça, on a déjà vu ça avec vous, que ce soit pour l'authentification. Peu importe ce que vous voulez faire avec Firebase, vous avez besoin de ces identifiants-là. C'est très important. OK? Et donc là, moi, je vais simplement copier ça parce que notre projet, on avait déjà installé Firebase. Hein, donc, je ne vais pas aller refaire à zéro. Je vais... Tu dis? Voilà. Dans la variable inf qu'on avait déjà fait là, je vais juste les modifier ici. Je vais mettre ça un peu plus bas ici. Regardez, voilà, un peu plus ici. L'objectif, c'est juste modifier ces ID. Et n'oubliez pas, j'avais dit de toujours mettre ça dans la variable inv. Ne jamais le mettre en clair dans votre projet. Et là, comme c'est juste des identifiants qui peuvent être en public, ben, je vous laisse en mode public. Tu dis? Ok, là on peut supprimer ce qui était là avant. Et là, je vais faire ça comme d'hab. Et c'est par égal. Voilà. Donc, une fois que nous avons copié les identifiants, ces identifiants-là, donc, les amis, vont nous permettre de faire l'authentification et etc. Est-ce que ça va? Maintenant, nous, on veut ici gérer la base de données Real-Time Database. Donc, il nous faut aller récupérer l'URL de connexion à la base de données. Attention, je l'avais dit la dernière fois, vous devez le mettre en mode privé. Il ne faut jamais exposer cette URL-là avec Next public. Parce que tout ce qu'on met dans la variable d'environnement commence par Next public. J'avais dit c'est quelque chose qu'on expose même au niveau du navigateur. Donc, si quelqu'un a accès à votre base de données, il a accès à toutes vos données. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, donc à ne jamais exposer côté front-end. Donc, ce qu'on va faire, on va donc à nouveau repartir sur Firebase. Donc là, je vais simplement accéder à la console. Et cette fois-ci maintenant, je vais donc venir dans base de données. Bon, permettez-moi d'ajouter rapidement l'authentification. Dit qu'on a ajouté ça dans notre projet. Voilà, on va décommencer. On ajoute l'authentification. On avait choisi, je crois, 2 types d'authentification. Email. Je vous avais dit d'aller me faire celui de GitHub. Vous n'avez pas fait apparemment. J'ajoute un autre fournisseur. Ok, activé. Voilà. Et on va mettre l'email de réception et enregistrer. Ok, donc là, nos méthodes ont été activées. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est très simple, c'est de venir dans base de données et là, je vais sélectionner Real-Time Database. Donc, je sélectionne Real-Time Database pour pouvoir utiliser Real-Time Database. Vous avez trois bases de données. Ici, vous voyez, vous avez SQL Connect, vous avez Firestore et vous avez Real-Time Database. Toutes ces bases de données-là, le PostgreSQL, c'est du SQL, et les bases de données Firestore et Real-Time Database, j'avais dit, sont des bases de données NoSQL qui vous permettent de pouvoir utiliser les bases de données en temps réel. Mais nous, on ne va pas l'utiliser en mode temps réel parce que ça bouffe les connexions simultanées. On va plutôt l'utiliser en mode API REST, c'est ce que j'avais dit. Et donc, si vous voulez voir comment utiliser Firestore ou Real-Time Database en mode API REST, je vous invite à regarder les vidéos qui sont sur YouTube. Voilà, on en a parlé avec les autres là-bas lors d'un atelier auquel nous avons fait un chat en ligne. On avait fait un chat en ligne, donc je vous invite à aller le regarder là-bas. Ok? Voilà, donc je vais copier ça. Là, je vais cliquer. Donc, vous voyez ici, quand vous cliquez sur Real-Time Database, si la base de données n'est pas encore créée, ben, on va vous demander de le créer. Est-ce que vous voyez? Attention, ici, j'avais dit, si vous êtes en mode Spark, c'est en mode gratuit, vous n'avez droit qu'à une seule base de données par projet. Par contre, si vous êtes en mode payant,
ben, vous pouvez créer autant de bases de données que vous voulez par projet. Là, même si un projet gère plusieurs clients, chaque client a sa propre base de données qui est séparée de l'autre. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Donc, mais vous devez être en mode payant, en mode Blaze. On va aller sur créer une base de données rapidement. Cliquez sur créer une base de données. Là, c'est ici que tu parlais, tu demandais, on vous dit l'emplacement de votre base de données. Choisissez toujours le pays le plus proche de là où vous vous trouvez. Nous, on est en Afrique et le pays le plus proche, c'est la Belgique parce qu'on est proche de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? On est un peu plus loin de l'Asie ou bien de l'États-Unis. Donc, on va prendre Europe Ouest et on va prendre suivant. Et là, vous tombez sur ce que je disais. On vous dit commencer en mode verrouillé ou démarrer en mode test. Donc, comme on est encore en mode développement, on va laisser sur démarrer en mode test. Parce que si vous laissez en mode verrouillé, vous ne pouvez pas faire les requêtes. Est-ce que je me fais comprendre? Ça va? Donc là, vous devez prendre démarrer en mode test. C'est très important, les amis. Et puis, on va... Oui. Quand tu es encore en plein développement, tu prends toujours en mode test. Parce que ça te permet de tester d'abord si tes requêtes passent, si tout fonctionne. Maintenant, quand tu finis, tu vas maintenant aller modifier les règles de sécurité. Ça, on parlera de ça un peu plus tard. C'est-à-dire comment modifier les règles de sécurité pour avoir... Parce que si votre base de données n'est pas sécurisée, ben, n'importe qui a accès à votre lien de la base de données peut avoir accès à ça. Et de même, nous allons voir comment sécuriser votre base de données en question pour empêcher toute requête qui ne vient pas de votre domaine. Est-ce que ça va? Ok. Donc là, pour l'instant, on va d'abord cliquer sur activer. Pour activer la base de données. Voilà, là, une fois que vous avez activé, vous voyez que ça nous ramène ici, tout est vide. Donc demain, nous parlerons de ces règles-là. Ça, nous parlerons de ça demain. Maintenant, ici, c'est qu'on vous donne, vous avez ici le lien, l'URL de la base de données. Est-ce que vous voyez que vous pourriez modifier, si vous cliquez ici, ben, vous pouvez faire ce que vous en voulez. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est quoi, les amis? C'est de copier cette URL. Donc, vous voyez ici, à côté de là, on met une chaîne, copier l'URL de référence. On le copie et on le met, on le stocke dans notre variable inf. Ici. Et c'est ici que j'avais dit, les amis, de ne jamais le mettre en mode public. Il ne faut jamais le mettre avec next public. Pourquoi? Parce que c'est votre lien de la base de données. Et tout ce qui est base de données doit être géré côté backend. C'est pourquoi j'avais même mis URL database en mode privé. Donc, je vais même ajouter ici gérer côté serveur. Voilà. OK. Seul le serveur peut le gérer. Donc, on va copier ça. Voilà. Et je colle le chemin de ma base de données. Là, je peux enlever le slash là. Vous enlevez le slash, on n'a pas du tout besoin. Bon, voilà. Est-ce que ça va? Ça va? Non, tu peux donner le nom que tu veux, mais ça ne doit pas comporter next public. Moi, j'ai mis DBUR pour savoir que c'est l'URL de ma base de données, quoi. Voilà. Mais tu peux mettre URL, database, tu peux écrire ce que tu veux du moment que c'est pas exposé. Voilà. Mais tu dois seulement savoir parce que tu auras besoin de ça pour faire les requêtes. Est-ce que ça va maintenant pour tout le monde? Ama, ça va? Ok. Maintenant, une fois qu'on a importé notre base de données comme ça, ben, ce qui nous reste, c'est de pouvoir l'utiliser, c'est-à-dire ajouter les données, en récupérer, faire en tout cas les requêtes comme ils nous viennent à l'esprit. Excusez-moi, je vais répondre à quelqu'un rapidement. Une minute, pardon.
Ok, donc, est-ce que vous comprenez? Donc, une fois qu'on a donc notre, notre base de données configurée, ben, ce qu'il nous reste, ben, c'est de revenir ici et de commencer à créer nos routes API auxquelles le front-end aura besoin. Et donc, nous, ici, vous voyez bien où bien je zoome. C'est bon comme ça? Ok. Donc, nous, c'est qu'on avait commencé à faire la dernière fois. Donc, dans le dossier où on va gérer tout ce qui est route, serveur et autres, on avait dit qu'on va ici gérer jusque tout ce qui est produit. Et on avait commencé par gérer la route new produit, dans new product, pour pouvoir ajouter les produits. Donc, on a créé une route. Là, je ne vais plus revenir là-dessus. Vous savez déjà, on en a déjà parlé, comment le faire. Donc, dans cette route, qu'est-ce qu'on a dit? Ben, on s'est dit, écoute, comme on va utiliser notre base de données en mode API REST, je pèse bien mes mots, la base de données Real-Time Database peut ou ne pas être utilisée en mode API REST. Okay? Vous pouvez l'utiliser en mode normal, c'est-à-dire on appelle ça le mode native. Ou si vous voulez avoir par exemple votre application gère le temps réel. Je prends n'importe quoi un exemple basique. Vous êtes en train de créer par exemple une application, vous voyez dans votre application, vous avez peut-être là où les gens vont discuter avec les clients, le service client, vont discuter en temps réel. En ce moment-là, vous utilisez Real-Time Database en mode temps réel. Mais seulement, il vous bouffe en connexion simultanée. Est-ce que vous comprenez? Là, si vous avez besoin de ça, la documentation se trouve sur Firebase là-bas, ou bien vous allez regarder les vidéos. Maintenant, si vous ne voulez pas épuiser les 100 connexions simultanées, ben, vous pouvez passer directement par le mode API REST que moi, personnellement, j'utilise le plus souvent. Parce que ça m'évite de pouvoir épuiser les 100 connexions simultanées. En faisant ça, ben, Firebase ne vous facturera que les nombres de gigas que vous consommez. Ne vous facturera pas le nombre de connexions simultanées. Est-ce que vous comprenez l'avantage? Ouais. Donc, du coup, pour ce faire, on avait eu besoin de Axios. J'ai des messages qui rentrent, qui sortent. Ok, on avait eu besoin de Axios, qui est un peu un plugin qui permet de remplacer un peu le mode fetch. Vous vous rappelez, non? Ok. On a installé Axios. Et là, on a créé donc notre fonction post parce qu'on est en train de vouloir faire une requête post de type post. Donc, on doit créer une fonction de type post qui prend bien sûr la requête. Ici, la requête, c'est tout ce qui vient du front-end. Est-ce que ça va? Qui est de type request, bon, parce qu'on est en TypeScript. Ensuite, on lui a dit, écoute, va récupérer tout ce que le front-end va t'envoyer, à savoir la destination, le prix, l'image et la description, qui eux-mêmes sont de type produit type, que nous avons créé tout dans les types. Et la dernière fois, j'avais dit, ça c'est facultatif, je peux même enlever ça. Est-ce que vous écoutez? Je peux laisser ça directement comme ça. Mais seulement pour les raisons de sécurité, il est toujours mieux de définir les éléments qui vont venir sont de quel type. Pourquoi? Parce que si j'enlève ça et que par exemple un hacker mettait du code JavaScript dans désignation, ça va passer. Donc, parce que c'est comme ça qu'on casse souvent les serveurs. Donc ça va passer sans problème parce qu'il n'y a pas de vérification derrière. On ne va pas savoir si la désignation est une string ou pas. Donc automatiquement, peu importe ce qu'on va mettre, ça passe sans problème. Donc pour éviter ça, pour sécuriser, pas à 100% en tout cas, mais au moins votre backend, ben, on met le typage. Ce qui veut dire quoi? Que si quelqu'un mettait du code qui n'a rien à voir avec du string ici, ça sera refusé automatiquement. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ok. Ensuite, et il y a quoi même? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a dit on va tester chaque variable qui a été ajoutée. Ici, là même, les amis, on a fait désignation égale à vide. Vous pouvez même faire, pour tester, pour renforcer encore la sécurité de votre donnée, vous pouvez faire si string type of, pardon, si type of désignation, ok, égal est différent, de string, comme ça, ou, vous pouvez faire comme ça, ou, donc ça veut dire quoi? Si on a mis une variable qui n'est pas du tout un string, ou encore c'est vide, ben on va dire la désignation est requise. Est-ce que vous comprenez? Là, vous essayez d'augmenter un peu plus la sécurité de votre donnée. Donc, vous voulez vous rassurer que, en tout cas, ce qu'on a saisi dans des décisions doit forcément être une chaîne de caractères. Sinon, on le refuse catégoriquement. Est-ce que je me fais comprendre?
OK. Et vous pouvez faire pareil avec le prix, si c'est différent de number, et etc. et autres. Donc voilà un peu. Et puis si ces conditions sont testées, ben, on va dire la désignation est requise ou une chaîne de caractères, machin truc. Vous mettez le message qui vous vient à l'esprit. Ensuite, pareil pour le prix doit être supérieur à 0 dans le sens si le prix est égal à 0, ou encore vous devez mettre ici plutôt, au lieu de dire égal à 0, plutôt inférieur. C'est ça, inférieur, non? Égal à 0. Si c'est inférieur ou égal à 0. Voilà, pour dire que si le prix est inférieur ou égal à 0, parce qu'une autre personne peut mettre moins 2, moins 3, vous voulez juste que tout soit supérieur à 0. Est-ce que ça va? OK. Alors, si tout s'est bien passé, on a dit quoi? On va maintenant ajouter notre date, parce qu'on avait besoin de date ajout pour savoir le produit a été ajouté quand. C'est là où on a ajouté la variable date ajout égale à new date pour récupérer la date actuelle auquel le produit est ajouté. Est-ce que ça va? OK. Et ensuite, on a dit, on envoie maintenant toutes ces données-là dans notre base de données. Et pour l'envoyer dans la base de données, nous avons dit, on utilise bien sûr await axios suivi de la méthode, qui est la méthode bien sûr post, vu que c'est l'ajout qu'on est en train de faire. Et là, on récupère notre URL de la base de données. Je vois pourquoi moi j'ai mis DB URL parce que je le trouve très court. Voilà, si toi tu avais écrit database tout court, tu mettrais database. Si tu avais écrit, je ne sais pas, le nom que tu avais mis, tu le mettrais. Et la dernière fois, on avait dit que pour pouvoir récupérer ce qu'on a mis dans les variables d'environnement, avec Next.js, on met process.env suivi du nom de la variable à récupérer. Orlan, est-ce que tu suis? Ça va pour tout le monde? Ok, là je fais d'abord l'explication de ce qu'on a fait la semaine passée, avant de continuer. C'est bon pour tout le monde, non? Ça va, Ama? Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait comme ça, on dit, écoute, le slash ici pour dire où est-ce que nous voulons qu'il puisse aller. N'oubliez pas, nous sommes dans une base de données NoSQL. Et donc, dans une base de données NoSQL, on gère des collections et non des tables. Donc ici, on lui dit, écoute, tu vas accéder à la base de données, mais tu vas aller sur la collection produit, qui se termine bien sûr par .json, parce que les fichiers sont gérés sous forme de JSON. Est-ce que vous comprenez? On dit, va dans la collection produit et ajoute-nous tout ça. C'est-à-dire, ajoute-nous cet objet-là, ou bien ce document. Ici, on va dire, ajoute un document dans la collection produit. Mais notre document va avoir désignation, prix, image, description et date ajout. Est-ce que ça va? Ensuite, une fois que tu as fini de tout gérer, si tout est bien, tu vas retourner ça ici. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez faire if différent de produit.data. Ça dit que si ça n'existe pas, return next réponse. Dans le sens que si l'opération a échoué, est-ce que vous écoutez? De JSON, on peut dire ici message, deux points, on va dire ici, produit non ajouté. Veuillez, par exemple, veuillez réussir. Par exemple. OK? Dans le sens que si data est vide, ça veut dire que si la base de données n'a pas réussi à ajouter ça dans votre base de données, on renvoie ce message à l'utilisateur. Donc là, c'est une erreur. Si échoué, par exemple. OK? Et là, on va dire, au cas où tout s'est bien passé, donc, quand le produit est bien ajouté. Donc, là, début. Ça dit que maintenant, si le produit a été bel et bien ajouté dans la base de données, on renvoie produit ajouté avec succès. Et il va nous renvoyer exactement ce qui a été ajouté dans notre produit, plutôt dans notre base de données. Est-ce que ça va? Donc, vous voyez que ce n'est pas quelque chose d'aussi compliqué. Donc, la seule chose que vous avez à faire, c'est de récupérer ce que le front-end envoie. C'est de faire le test qui est facultatif mais très important. Est-ce que vous comprenez? Pour la sécurité de vos données. Ensuite, de faire la requête de votre base de données en mode API REST. Si on n'était pas en mode API REST, ça allait être différent de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Et puis, si rien ne s'est passé, c'est-à-dire si ça a échoué, on retourne que le produit non ajouté, veuillez réessayer. Dans le cas contraire, voici ce qui cela va nous renvoyer.
Ça, c'est l'ajout du produit. Et je vais enregistrer. Je vais juste faire formater pour qu'elle soit plus jolie à voir à l'écran. Voilà. C'est juste pour qu'elle soit plus jolie. Voilà. Et s'il y a une erreur, on aura bien une erreur. On retourne une erreur. Donc voilà notre route new, quoi déjà on appelait ça? New produit, product créé. Maintenant là, on n'a pas malheureusement le front-end pour le tester. Je vous laisse à vous de créer le front-end. Vous allez faire le test côté front-end. Donc nous, on va juste utiliser notre fameux Postman pour pouvoir tester. Est-ce que ça va? Okay. Donc je vais ouvrir Postman. Je vais ouvrir Postman. Postman, c'est où même? C'était ici, non? C'est pas grave. Pouvez-vous d'abord allumer ça? Ça chauffe un peu, hein, s'il vous plaît. Juste quelques minutes. Ok, donc là, on a notre fameux Postman. Je vais supprimer tout ça. Ok, donc ça, c'est notre Postman. On va aller donc, on va se rendre sur la route localhost.3000/serveur/produit, parce que c'est dans le dossier produit où on a mis toutes les routes qui concernent le produit. Vous vous rappelez, non? C'est dans ce dossier, donc on va serveur, produit et new product. Oh, d'accord. Et /new product. Bon, je vais simplement mettre new produit, hein, ce serait plus anglais là, ça nous fatigue parfois. Et on va simplement dire, je vais simplement dire new. On sait que c'est dans le dossier produit, donc c'est le new produit. Ok, donc là, je vais récupérer, au lieu de dire new product, ça va me fatiguer, new produit. Ensuite, au niveau de Postman ici, je vais me dire, je suis sur quel type de requête? Bien, je suis bien sur le mode post, donc je vais rester sur post. Et attention, on aura besoin des variables. Donc pour ajouter les variables, on vient venir sur body. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est dans le body qu'on ajoute les variables, désignation, tout ce qu'on a ajouté. Je vais ajouter ici body et regardez, on n'a que ça comme variable. Si je clique sur simple, en réalité, si tout se passe bien, on va nous dire que telle variable est requise. Regardez. On aura une erreur. Vous voyez, non? On dit la désignation est requise. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas ajouté une désignation ici. Là, ça montre que notre route fonctionne très bien. Parce que ça nous a bien renvoyé l'erreur qu'on a mis. Donc, on va ajouter ici désignation. Je vais juste faire du copier-coller pour gagner en temps. Désignation, description et autres. Voilà, on va ajouter ça ici en remplaçant ce qui était là. Ici, attention, quand vous êtes comment vous appelez ça, avec Postman, il faut toujours mettre les griffes, toujours insérer les propriétés entre griffes. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. C'est important. Si vous ne mettez pas ça entre griffes, vous voyez que ça souligne ça en rouge. On va ramener ça sur la ligne. On avait dit qu'on a juste besoin, l'image n'est pas obligée, non? Donc pour l'instant, je vais juste enlever l'image. Ok, on va rester sur désignation. Je vais simplement mettre quoi? Je ne sais pas moi. On va simplement dire manque. On veut manger les manques quand même, c'est quand même bien. Le prix des banques, ça coûte combien? À Cocody, ça coûte 500 l'unité. Bon, désignation. Je mets n'importe quoi. Je vais mettre par exemple bon à déguster. Par exemple. En tout cas, vous mettez ce que vous voulez mettre. Est-ce que ça va? Et là, on va maintenant faire simple. Et là, vous voyez, on nous dit quoi? Produit ajouté avec succès. Et là, regardez une chose. Dans data, on a la propriété name. En fait, la propriété name ici, c'est quoi? C'est l'identifiant de votre produit. Que, une fois le produit créé, est-ce que je me fais comprendre? Ben, Firebase vous ramène l'identifiant du produit qui a été ajouté pour vous permettre, par exemple, si vous êtes dans, par exemple, lorsque vous ferez le front-end, vous récupérez, afficher avec son identifiant, peut-être pour le modifier, le supprimer, et etc. Donc, il vous ramène et il le stocke dans la variable name. Maintenant, si vous voulez aller un peu plus loin, là, ce que vous pouvez faire ici, c'est que vous pouvez faire, si vous voulez pas avoir data comme ça, on peut directement mettre ID produit, par exemple, on va récupérer ID produit, ben, point data,
name, comme ça. Ok, là on dit, je veux que tu récupères uniquement l'identifiant du produit. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'une fois que tu me diras produit ajouté, donne-moi aussi son identifiant. Est-ce que ça va? Là, regardez, hein, si je reviens sur Postman et que je change, on avait mis membre, non? Là, je vais mettre par exemple banane. Ok, là, les bananes coûtent combien? Je vais mettre par exemple 1500, on s'en fout. La description, on s'en fout. Et voilà, regardez, et j'ai bien, vous voyez cette fois-ci, il est produit, m'a juste donné l'identifiant du produit. Et comme on a en base de données NoSQL, regardez, l'identifiant est une chaîne de caractères. Est-ce que ça va maintenant? Ok. Bon, allons vérifier si ça a vraiment été ajouté dans notre base de données. Oui? Oh, ici, param, si c'est quand vous faites une requête de type get. Par exemple, dans les requêtes get que nous allons faire tout à l'heure, on peut ajouter certains paramètres pour les routes dynamiques. Là, on ajoute les params, les paramètres de la requête. Maintenant, autorisation ici, c'est par exemple lorsque vous avez, par exemple, je prends n'importe quoi, le backend qu'on est en train de créer doit communiquer par exemple avec des applications externes que le vôtre. Là, en ce moment-là, pour la sécurité, vous pouvez générer ce qu'on appelle par des tokens à chaque application qui veut se connecter à vous. Donc, vous allez leur donner des autorisations. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent avoir accès à votre backend, il doit avoir une clé d'autorisation. C'est vous-même qui le générez ensuite. C'est bon? Et puis, on parlera bien de ça quand on arrivera sur MongoDB. Parce que là-bas, ça nécessite beaucoup plus de sécurité. Voilà. Maintenant, ici, par contre, les headers, ce sont les en-têtes. Les en-têtes, ici, c'est ça qui permet de pouvoir donner les autorisations. Par exemple, ce qui est très important, mais ajouté par défaut avec Postman, c'est ça. Attendez, je vais vous montrer. Je vais prendre les items qui sont bloqués. Voilà. C'est ça. Le content type. Ça, c'est vraiment important. Le header content type, veillez toujours à ça. C'est-à-dire, si vous faites une requête et que ça n'a pas marché, revenez sur le header, c'est-à-dire les en-têtes. Ça permet au serveur de savoir quels sont les types de données qui viennent. Et vous devez vous rassurer que vous êtes sur application /JSON pour dire que les données que vous envoyez viennent en format JSON. C'est pourquoi vous voyez que ici, si je reviens ici, regardez, quand on a récupéré les données en ligne, tu vas attendre les données qui viennent en format JSON. Requête.json parce que nous envoyons les formats en format JSON. Attention, il y a plusieurs formats, il y a le form data, il y en a plusieurs. Mais si c'est des données simples, on l'envoie en format JSON. Donc pour les données qui vont contenir par exemple les images, on envoie ça en forme data. Ça c'est autre chose, mais aujourd'hui c'est un peu, excusez-moi de le dire, mais c'est un peu, comment je peux expliquer, c'est un peu déconseillé, voilà. C'est-à-dire c'est parce qu'avant on enregistrait les images dans la base de données, mais aujourd'hui c'est déconseillé d'enregistrer les images directement dans une base de données parce que ça fait saturer la base de données inutilement. Donc, ce qu'on fait, on utilise des plateformes cloud où on envoie d'abord notre image, ensuite il nous donne simplement un lien qu'on récupère. Est-ce que vous comprenez? Voilà. On pourra en parler, le Seigneur voulant, dans les jours à venir. Ok, de toute façon, il y a un chapitre qui est consacré sur comment uploader les images. Ok, donc vous voyez que là, notre requête passe sans problème. Est-ce que vous voyez? Maintenant, voilà, le body ici, c'est pour ajouter les données que le front-end envoie. C'est quand tu utilises les requêtes de type post, put, patch. C'est là où tu as besoin de body. Parce que tu dois lui donner les données à modifier, à ajouter, etc. Est-ce que ça va? Et quand vous êtes ici, vous voyez que ici, vous avez plusieurs éléments. Vous avez le nom pour dire je n'ai pas de données envoyées. Vous avez le form data. Comme j'ai dit tout à l'heure, si les données, par exemple, vous voulez uploader les images, dans le form data ici, si je clique ici, c'est pour uploader, ajouter des données. Par exemple, les données images, on peut sélectionner une image, etc. et autres. Vous avez le X-from URL encoded. Par exemple, ici, le lien que vous envoyez, c'est une URL. Ça va permettre de pouvoir l'enregistrer en forme chaîne de caractères. Sinon, si vous envoyez ça directement comme ça, il va refuser. Mais si vous voulez envoyer des fichiers en format JSON, vous allez cliquer sur RAW. Et là, attention, vous devez bien voir qu'ici, vous êtes en mode JSON. C'est parce que vous avez plusieurs bibliothèques, le Java, le JSON, le XH. Donc, vous devez vous positionner en mode JSON pour envoyer ça comme ça. Est-ce que ça va? Ça, c'est dans Postman. Et tout ce travail-là, du côté back front-end, on s'en fout un peu de ça. C'est bon pour tout le monde? Ça va? Ok. Donc, comme je disais, allons voir maintenant dans la vraie base de données, return, côté pour return, qu'est-ce qui s'est ajouté?
Alors, on va revenir sur notre navigateur. Ici, regardez, dès que j'arrive ici, je vais essayer de zoomer encore, vous voyez que la collection produit est automatiquement créée. Et si je clique sur ça, on peut voir les deux produits que nous avons ajoutés. Avec bien sûr la date d'ajout qui a été là, etc. et autres. Vous voyez, non? Les deux ont bel et bien été enregistrés dans notre base de données. C'est pas génial ça? Voilà. Et donc, vous pouvez en créer autant que vous voulez. Voilà. Maintenant, on va passer à la lecture de ces bases de données, c'est-à-dire comment récupérer tous les éléments qui se trouvent dans la collection produits. Ça va? Ok. Comment récupérer ce qui se trouve dans la collection produits. Ici, ce que nous avons fait, c'est la création du produit, le new. Maintenant, on va aller sur Get All Produits. Donc, je vais aller sur Route. Et là, encore sur Route, on va faire attention. Ici, comme on est sur la méthode Get, ben c'est Get aussi le type Get on va créer. Est-ce que ça va? Je vais mettre un truc ici, il dit pour récupérer tous les produits de la DB. C'est bon? Alors là, on va faire simplement notamment export const. Cette fois-ci, la méthode, c'est de type get, égale à une fonction toujours de type A5, qui va prendre ici toujours notre requête, même si requête ici servira à presque rien du tout. Pour l'instant, ça ne servira à rien du tout, parce qu'on ne va pas envoyer des données, on va juste récupérer les données. Ça va? Mais on en a quand même besoin. Try catch. Voilà, et là, on avait dit ici, on a une erreur, console.log de erreur. Et ensuite, tu vas faire un return de next. Toujours envoyer une réponse au front-end, c'est important. De next réponse.json. Et on va simplement dire message. Une erreur s'est produite. Voilà. OK? Ensuite, si tout se passe bien, qu'est-ce qu'on a besoin de faire ici? C'est de contacter la base de données. Est-ce que vous voyez? Attends, comme je dis ici, comme on veut récupérer toutes les, comment on appelle ça, tout ce qui se trouve dans la collection produits, attention, ce n'est pas toute la base de données, mais juste les produits. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans votre base de données ici, nous, on n'a que pour l'instant la collection produits. Mais si vous ajoutez les utilisateurs, vous aurez une deuxième collection qui va être créée ici, par exemple, pour les utilisateurs, pour les paniers, pour les checkouts, etc. Donc, vous devez bien savoir qu'est-ce que vous voulez récupérer. Ce n'est pas toute la base de données, mais c'est une collection donnée. Est-ce que ça va? En d'autres termes, c'est le tableau produit qu'on veut. Si je dois parler en format JS. Donc, ici, ce qu'on a à faire, excusez-moi, si ce qu'on a à faire, c'est de faire quoi? Ben oui. Une question. Ici, dans le fichier type, par exemple, on a le produit, et puis on a les utilisateurs. Ok. Donc, on peut créer la liste des utilisateurs là-bas. Oui. Et peut aussi faire effectivement des machines que la collection se trouve aussi sur la base de données. C'est la même chose. C'est-à-dire de la même manière qu'on a ajouté le produit, c'est la même manière que tu peux aussi ajouter des utilisateurs dans la base de données. C'est la même procédure. Ça ne change pas en fait. Seulement qu'il n'est pas conseillé de le faire. C'est-à-dire que moi, je recommande plus de passer par Firebase Auth. Maintenant, ce que vous pouvez ajouter dans votre base de données pour les utilisateurs, c'est par exemple, si les utilisateurs, par exemple, ont d'autres informations, je prends n'importe quoi, comme par exemple son numéro de téléphone, son sexe, son adresse, etc. En ce moment-là, une fois qu'il est ajouté dans la base de données, ben vous faites appel à la collection utilisateur et vous ajoutez ces autres informations-là. Bon, finissons ça et puis je vais te montrer ce que je suis en train de dire. Ça va? Ok. Bon, faisons-le quand même, pour que tu puisses mieux comprendre. Regarde, ce que je suis en train de vouloir dire, c'est quoi? Ici, là, dans la connexion ici, c'est dans New User ici. Ok? Voilà, donc, bon, pour que ça reste plus cohérent, dans le serveur aussi, je vais créer le dossier, je vais appeler ça Users. Et donc, tout ce qui est utilisateur, on le met dans le dossier User, comme on a mis un peu dans les produits. Ça va, non? Ok, ça va vous permettre de pouvoir mieux comprendre de quoi nous parlons ici. Ok. Voilà, vous voyez que j'ai séparé ça pour pouvoir permettre qu'on sait que les routes qui vont sur les produits se trouvent dans le dossier produit, les routes des users se trouvent dans le dossier user. Ça va? Ok, mettons dans les users ici, regarde par exemple ici dans new user, je peux dire, écoute, une fois que l'utilisateur est créé, voilà, ici, on était ici,
on a body qui récupère les informations du JSON. Est-ce que vous comprenez? Ben, c'est comme je l'ai dit, c'est la même chose. Ce que j'ai à faire, hein, c'est de copier ce que j'avais mis ici. Bon, je vais le faire manuellement pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, dans body ici, on peut lui dire, écoute, tu vas récupérer le sexe du client, de l'utilisateur, un exemple basique. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Tu vas récupérer son sexe, tu vas récupérer son ID que nous renvoie, comment vous appelez ça, Firebase, parce qu'on aura vraiment besoin. Tu vas récupérer par exemple son numéro de téléphone. Je prends juste comme ça. Et puis si vous avez d'autres variables à ajouter, bon, ça c'est votre affaire. Et tout ça, pour la raison de sécurité, on va l'ajouter dans le type. On va créer donc un type user. On va dire export. Attention, je dis bien les types là, c'est pour les raisons de sécurité. Voilà, export type de user type. Bon, moi je parle en anglais, vous pouvez parler en français, vous pouvez écrire en français, ça vous. On aura besoin de ID qui est encore toutefois optionnel, mais qui est de type string, parce qu'on va utiliser ici une base de données NoSQL. On aura besoin de quoi? De son nom, c'est ce qu'on avait dit, non? Qui est ici de type string aussi. On aura besoin de son email, qui est de type string, ok? Mais attention, l'email, je vais le mettre optionnel, c'est pas obligé, hein, voilà. On ne va pas forcer à l'obliger à envoyer ça dans la base de données pour les raisons de sécurité. Ici, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin, on a dit tout à l'heure, de son sexe, ok, qui est du type string, je le mets obligatoire. On aura besoin de son téléphone, qui est aussi obligatoire, donc string. Et on aura besoin de quoi d'autre? On aura besoin de quoi d'autre, les amis? On aura besoin de son mot de passe. Voilà. On va appeler ça password. Attention, le password n'est pas obligatoire parce que ça sera géré côté Firebase, qui lui aussi est de type string. En tout cas, vous mettez tout ce que vous voulez. Et puis, si vous voulez avoir la date de connexion, tout ça, ça ne dépend que de vous maintenant. Est-ce que ça va? Donc, ici, là, je crée le typage. Vous voyez que tout ce qui est optionnel, je mets point d'interrogation. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est de dire, écoute, tu vas récupérer tout ça. La route en question, c'est où? Excusez-moi, j'ai tellement zoomé que je vois. Voilà. Ici, ils sont de type de point user type. Voilà. On les met de type user type, sexe, ID, téléphone, et etc. Et on va le faire pareil sur le côté front-end tout à l'heure. Donc, une fois que j'ai ça, ben, il suffit juste soit de tester si je veux tester. Hein. En tout cas, ça, c'est à vous de voir. Si vous voulez tester si l'ID existe, etc. et autres. Moi, ici, la seule chose que j'ai besoin de tester, c'est de dire if différent de ID ou ID égal à vide, ça veut dire que alors return next réponse .json parce que l'ID est très important pour l'envoyer dans la base de données. Est-ce que vous faites comprendre? Voilà. Message. Deux points, on va dire l'ID est obligatoire. Est obligatoire. En tout cas, vous pouvez écrire, moi j'ai abrégé, vous pouvez dire l'identifiant utilisateur est obligatoire. C'est bon? Ok. Et puis, point virgule. Et ensuite, ce qui va nous rester à faire maintenant, c'est quoi? C'est de l'envoyer dans la base de données. C'est de dire un const de, je vais appeler ça c'est user, égal à await. Est-ce que vous voyez? De Axios. On va appeler ici Axios. Ce qu'on veut, c'est quoi? Ici, ce qu'on veut, c'est la création de l'utilisateur. Est-ce que je me fais comprendre? On veut le créer. Donc, on va dire point post. Donc, tu vas faire une requête de type post. Et là, on avait dit on utilise les packs type pour pouvoir avoir accès à notre DB URL. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà, $. Là, on va dire process. .env.db. J'appelle ça URL. Et là, on va dire slash. Et on va lui dire, tu vas aller dans la connexion, par exemple, utilisateur. Si vous voulez le mettre en français, ça c'est vous. C'est bon. Slash. Là, normalement, je dois dire utilisateur.json. En réalité. Mais ici, attention. Lorsque vous gérez les utilisateurs, là, je tiens quand même une puce à l'oreille. Lorsque vous gérez les utilisateurs, vous devrez enregistrer les utilisateurs avec les mêmes identifiants que celui de Firebase hôte. Sinon, si vous laissez utilisateur.json comme ça, Random Database va lui donner un autre identifiant.
Ce qui fait que le moment de la modification, vous aurez deux identifiants et vous risquez de vous embrouiller. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, du coup, ce qui est mieux, c'est de dire, écoute, je veux que l'utilisateur puisse avoir l'identifiant que moi je lui donne. Et ici, j'ai même fait une erreur. Ce n'est pas la méthode post, mais plutôt c'est la méthode put. Parce que c'est comme si c'est une modification qu'on est en train de vouloir faire. Si ça n'existe pas, ça sera créé automatiquement. Est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Ici, l'objectif, attention, si c'était qu'un produit qu'on est en train d'ajouter, on laisse à return de donner l'identifiant parce que les produits, ce n'est pas nous qui donnons ces identifiants. Est-ce que je me fais comprendre? Mais par contre, pour les utilisateurs, c'est Firebase Auth qui donne l'identifiant. Donc, nous, on récupère juste cet identifiant pour l'envoyer à Real-Time Database. Donc, ici, je suis en train de dire, écoute, mon cher, tu vas accéder à la collection utilisateur, mais tu ne vas pas seulement t'arrêter à la collection utilisateur, voici ce que tu vas modifier. C'est-à-dire, tu vas modifier $ID. Donc, tu vas aller dans la collection utilisateur et sélectionner l'utilisateur qui a cet identifiant-là. Point JSON à la fin, c'est très important. Qu'est-ce qui va se passer? S'il ne trouve pas l'utilisateur, il va le créer. S'il le trouve, il va le modifier. Vous comprenez maintenant? Mais n'oubliez pas que le put, c'est une modification totale. Je me fais comprendre. Voilà. Si vous voulez faire une modification, ça veut dire que toutes les données du document seront modifiées. Mais si vous voulez juste modifier un seul élément, c'est le patch. Ça va, j'espère. Ok. Alors là, on va dire, voici maintenant les données que tu vas ajouter. Donc, les données à ajouter, on va faire du recopier, rapidos. Voilà. Ici, on va lui dire, voici les données à ajouter. Et là, on n'a plus besoin de mettre ID parce que l'ID sera géré déjà. Pour ça, on a juste besoin de tag, de sexe et téléphone, par exemple. C'est bon. Et si tout s'est bien passé, ben, ok, voilà. Tu vas nous simplement dire connexion. On va simplement dire, voilà, on va dire ici, utilisateur ajouté avec succès. Voilà. Utilisateur ajouté avec succès. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous comprenez? Donc là, on dit juste, ben, écoute, si tout s'est bien passé, on va dire que l'utilisateur a été ajouté avec succès. Ici, comme c'est la création, pas besoin de retourner son identifiant parce qu'on est juste en train de le créer. Donc, je ne sais pas si vous avez vraiment compris la différence. Tout à l'heure, quand on a fait l'ajout d'un produit, j'ai dit produit.json. Pourquoi? Ben parce qu'on ne connaît pas l'identifiant du produit. Donc, on laisse à Real-Time Database de pouvoir lui-même créer l'identifiant de notre produit. C'est ce que vous voyez ici. Quand je viens ici, vous voyez que dans le produit ici, chaque élément a son propre ID. Donc, Firebase, c'est Real-Time Database qui le crée. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque vous connaissez déjà l'identifiant de l'élément auquel vous voulez ajouter, ben, ce que vous avez à faire, vous lui dites, va dans la collection auquel on va ajouter l'élément et sélectionne l'élément par son identifiant. En ce moment-là, vous n'utilisez pas la méthode post, mais vous devrez utiliser la méthode put. Et là aussi, pareil, on va dire c'est la méthode put qu'on veut utiliser ici. Est-ce que ça va? Ok. Donc, vous veillez vraiment à ça. Ok. Donc, vous utilisez la méthode put. Maintenant, regardez, on va essayer de le tester sans problème. Le validateur, là, c'est quoi? Pourquoi tout ça s'est créé? Ah, les types qu'on est en train d'ajouter. Excusez-moi. Je vais juste faire enregistrer ça, on va y revenir tout à l'heure. Ok, donc là, ce qu'on va faire, excusez-moi, je vais faire comme ça pour ne pas m'embrouiller sur tout ce qui a été ajouté là, je ne sais pas pourquoi. Don't save, ok, don't save. C'était juste pour ne pas m'embrouiller, il y a un validateur là qui est sorti, je ne sais pas pourquoi. Okay. Donc là, une fois qu'on a fait ça, malheureusement, on ne peut pas tester la connexion Firebase Authentification avec Postman. Donc, ce qu'on a à faire, c'est de retourner malheureusement dans notre front-end qu'on avait fait dernièrement et donc faire appel à notre back-end là-bas. Est-ce que ça va? Okay. Donc là, ce qu'on va faire, ça permet aussi de savoir comment appeler ce dernier. Donc, on va retourner ce component. On avait register form, c'est ça, non? Voilà. Et donc, ici, vous voyez que on avait même déjà fait appel à notre truc en question. Mais on lui avait juste envoyé email, nom et password. Donc nous, ce n'est pas ce que nous on veut. Est-ce que ça va? Voilà. Ici, submit form. Je vais ramener ça à la fin. Donc tout ça. OK. Voilà. Je vais décocher la connexion d'abord de notre... comment vous appelez ça?
de notre truc, on va faire envoi de l'email. Et ça, on le met ici. On dit, on appelle notre API backend pour enregistrer le sexe et le téléphone. Par exemple, est-ce que vous comprenez? Donc là, on a dit requête access new user. Là, ce qu'on lui a envoyé, ça sera donc du sexe qu'on va créer tout à l'heure et le téléphone. Et on a dit, attention, il faut aussi envoyer l'ID. Voilà. Et le téléphone. Alors ici, l'ID, on le récupère comment? L'ID ici, c'est tout simplement ID 2 points data point user point UID. J'avais dit ça la dernière fois ici. Vous vous rappelez, non? On a dit que l'identifiant que vous donne Firebase est dans la variable UID. Donc on lui dit, écoute, l'identifiant, tu vas le récupérer dans la variable data.user.uid que tu enverras dans notre backend. Et attention, si on a changé de route, donc c'est, on appelle ça quoi ici? Hein? On a mis ça dans serveur users. On a dit ici serveur slash users slash new user. Parce qu'on lui a dit, on a tout mis, tout ce qui concerne utilisateur, on a mis ça dans le dossier users. Est-ce que ça va? Ok. Donc on lui dit, va sur cette route et ajoute ceci. Malheureusement, ici, vous voyez, on n'a pas de sexe. Hein. Donc malheureusement, nous n'avons pas de sexe. Donc ce qu'on va simplement faire, si, on va dire ici, requête point data return vide. Return, par exemple, ici, hein, tu vas retourner, on avait dit quoi, bon, en tout cas, tu vas retourner ce qu'il faut retourner, et puis le reste, on s'en fout. Ok, voilà, donc mettons crayon, sexe et téléphone. Const de sexe, sexe, est égal à quoi? useState de vide. Ensuite, const. C'est ça, non? Tel. Vous comprenez, j'espère. Hein? C'est tel égal à useState de vide aussi. Là, tout le monde comprend, non? Ok. Et puis, bon, on va juste ajouter 2 champs hein, pour gagner en temps. Ici, on a email. Avant mot de passe, je vais juste mettre du copier-coller rapidos. Voilà. Ici, on va dire set sexe. Voilà. OK. Et on va l'appeler placeholder, on va dire ici. Sexe. OK. Voilà. Et là, on fait du copier-coller encore. Mais attention ici pour le sexe. Attends, pardon, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, pour le sexe, ça devrait être un select. Donc, on va créer un élément de type select. Bon, je vais le faire en bas ici pour gagner en temps. Voilà, un champ de type select. Et on lui donne des options. Donc, première option, on va lui dire ici vide. Et là, on va dire sélectionner. Sélectionner. Bon, votre sexe est mieux. Moi, je ne crois pas au transgenre, hein, donc pour moi, il n'y a que hommes et femmes qui existent. Là. Vous croyez à ça? On dit ici, soit tu es un homme, moi en tout cas, je ne crois pas au transgenre. Vous dites que non, je suis ni femme, ni... Non, moi, ça, c'est des monstres. Ok. C'est quoi? On les appelle comment? Bon, non, quoi là, tout ça, c'est comme vous voulez. Moi, c'est que je sais, Dieu a créé homme ou femme. De? Oui, c'est ça, non? Oui, c'est ça, les transgenres. Ou bien tu es né garçon avec sexe de femme. Non, tu es né garçon, mais toi, dans ma tête, tu es femme. Oui, ça je sais. Il y a aussi des transgenres, il est né garçon mais avec sexe opposé de son truc. Il y a des garçons qui sont aussi avec sexe de femme, et des femmes qui sont aussi avec sexe de garçon. Non, on les appelle les intersexes. Il y a intersexe et puis il y a hermaphrodite. Non, les hermaphrodites, c'est ceux qui sont nés avec 2 sexes. Maintenant, sinon, pour parler, on les appelle les intersexes. Inter quoi? Sexe. Bon, peu importe le nom que le blanc donne, c'est bon, on a compris. Intersexe ou intergarçon, en tout cas, moi, ça c'est des monstres. Dieu n'a créé que
femme ou homme. Si tu es né femme avec esprit de garçon, il faut aller voir ton papa Satan là-bas. Il va te gérer. Ou bien? Ok. Voilà. Donc, moi, je connais que 2. En tout cas, ça, c'est ce que moi, je connais, les amis. Je vais juste copier ça. Je fais juste du copier-coller rapide ça. Ici. Ensuite, une classe. Voilà. Sinon, ça fait quand même mal. Hein? Tu donnes licence à un nom, il faut m'écrire son d'un nom. Ah, c'est compliqué. Hein? Là, on va dire ici sexe. Ok. Attention, ici dans sexe, même si je mets validateur, ce n'est pas vraiment une obligation. Hein? Parce que le select, on s'en fout un peu de ça. Ok, ensuite, ce qui va me rester, c'est de mettre cette fois-ci forme. Ici, téléphone. Là, ça sera 7 tel. C'est ça, non? Ok, type tel, validation, et sondeur, téléphone. Voilà. Je pense que là, tout est clair. Voilà, vous voyez que là, j'ai ajouté tout ce qu'il faut ajouter. Hein. Ok, on a sexe, etc. Donc, vous allez voir que maintenant, désormais, quand on va donc ici, regardez, hein, pour que vous puissiez mieux comprendre, qu'est-ce qu'on vient de faire? Premièrement, on lui dit, tu vas d'abord créer l'utilisateur dans Firebase. Ça, c'est la première des choses que tu vas faire. Dans Firebase Hôte, tu ajoutes l'utilisateur. Ensuite, tu mets à jour son profil, son nom, etc. Ou si vous voulez aussi envoyer le nom dans le truc, hein, dans Real-Time Database, ça ne dépend que de vous. Il vous suffit de venir l'ajouter ici. Tout ça, ça ne dépend que de vous. On va aussi même ajouter, ça peut servir, on ne sait jamais. Ok, ça, je dis bien, tout ça, ça ne dépend que de vous. Ensuite, on lui dit, tu envoies un email de vérification pour se rassurer que la personne qui crée le compte chez nous est bel et bien un être humain, avant de pouvoir avoir accès à notre espace. Tu dis? Voilà. On n'a pas besoin des robots ici ou bien des comptes non vérifiés. Maintenant, une fois que tout ça, donc l'étape de Firebase Hôte terminée, ben c'est qu'on dit maintenant on appelle notre API backend pour enregistrer le sexe, téléphone et le nom. Tu dis? Voilà, ici. Construct égale à await et wait. Attention, ici la méthode que nous on a utilisée, c'est la méthode put. Et si vous comprenez, on lui dit écoute, tu vas aller donc dans la base de données, donc dans le backend. Donc notre backend, on l'a mis dans le dossier serveur. Et les routes API des utilisateurs, c'est dans le dossier user. Et dans le new user, en d'autres termes, tu vas dans cette route-là, ben, tu vas lui envoyer toutes ces données-là que lui, il va récupérer et ajouter dans la base de données. C'est tout. Et si tout s'est bien passé, ben, tu vas afficher le message de toast. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça va? Ok. Ici, comme j'ai ajouté le nom, hein, je vais juste aller donc dans cette route user, new user, ajouter, récupérer aussi le nom ici. Ça va, non? Et là, on va lui ajouter ça. C'était même le sexe, tel, et le nom. Voilà. C'est tout. Donc, vous voyez que ici, on a créé une route backend que le front-end contacte. Mais ici, on a dit, ah, comme l'authentification va déjà nous donner un ID, ben, on ne va pas créer une autre ID, on va utiliser le même ID pour nos utilisateurs, mais dans la collection utilisateurs. Est-ce que ça va? Ok. Là, regarde, oui. Dans ce cas-là, on va créer l'utilisateur. Dans l'authentification, il y aura son email et dans la base de données, il y aura toutes les informations. Exact. C'est-à-dire dans la base de données, on ne mettra pas les informations sensibles, comme son email et son mot de passe. On mettra juste le nom, le sexe. En tout cas, tout ce qui, même si quelqu'un puisse avoir accès à ça, on s'en fout quoi. Est-ce que vous comprenez? Mais son email et son mot de passe, on ne stocke jamais ces données-là en clair. Quand on fera MongoDB, je vais vous montrer par exemple si vous ne voulez pas passer par Firebase, comment vous-même créer vos propres systèmes d'authentification. En ce moment-là, ben, on utilise une méthode qu'on appelle le hachage des mots de passe. Vous devez gaspiller complètement le mot de passe avant même de l'envoyer dans une base de données. Ok, mais l'enregistrement en base de mot de passe. Et supposons pas qu'on va oublier à tout moment le mot de passe. Quand le mot de passe oublié, comment on va pouvoir... Oui, tu vas remarquer que dans la majorité des sites, quand vous cliquez sur le mot de passe oublié, on vous envoie un email. Oui. Voilà, donc il y a un lien qu'on vous envoie dans l'email, vous allez cliquer pour être renvoyé sur la page où vous devez modifier votre mot de passe. C'est pourquoi l'email est très important. L'email permet de savoir que c'est la même personne en fait
qui essaie de réinitialiser son propre mot de passe. Mais vous n'allez pas voir dans les applications où je clique sur le mot de passe où on me dit modifie le mot de passe. Là même les hackers peuvent modifier le mot de passe de n'importe qui. Et ça, c'est pas bon en fait. Voilà. C'est-à-dire, là, vous savez, dans une application, le côté le plus sensible, c'est la connexion des utilisateurs. Une fois la connexion des utilisateurs, vous voyez même aujourd'hui, hein, quand quelqu'un pirate votre compte Facebook, ben, il peut en faire ce qu'il veut. Hein, vous allez vous retrouver demain, on a publié des photos de nudité dans votre page, et puis vous dites, mais qui a fait ça? Tu vois, non? Alors que c'est pourquoi je vous recommanderais aussi, en parlant même de ça, de toujours activer l'authentification double facteur dans vos comptes. C'est très important. Que ce soit sur WhatsApp, aujourd'hui on pirate même les comptes WhatsApp Business ou WhatsApp Simple. Donc activez toujours l'authentification dans la majorité de vos comptes. N'activez pas seulement une seule authentification parce que ce que font les gens, ils vont juste activer double authentification unique. C'est pas bon. Essayez de faire plusieurs types de double authentification. Par exemple, moi, ce que je fais souvent, je fais l'authentification avec l'application, l'authentification par email, l'authentification par SMS. Donc, ce qui fait que si quelqu'un essaye d'accéder à mon truc, ben, il est bloqué sur les 4 méthodes. Est-ce que vous comprenez? Donc, je ne dis pas que la sécurité sera garantie à 100%, mais au moins, vous avez une grande sécurité. Parce qu'en informatique, la sécurité n'est jamais garantie à 100%. Jamais. Ok, donc j'espère que vous comprenez ce que je dis. Donc si vous n'avez pas encore fait ça dans vos trucs, allez sécuriser vos applications. Ça va? Ok. Alors, revenons ici. Donc vous voyez que là on a fait, maintenant allons tester rapidement sur le navigateur ce que je viens de faire. Allez donc localhost 3000. Permettez-moi, je vais faire paramètres du site, supprimer, parce que j'étais en train d'utiliser le port 3000 à quelqu'un d'autre. Voilà. Là, je vais essayer de zoomer. Vous voyez qu'on a bien notre truc. Hein? On va mettre le nom. Je mets n'importe quoi. Hein? Voilà. Le sexe. Je mets je suis un homme, je suis pas une femme. Voilà. Mon numéro de téléphone. Mon mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et puis je vais cliquer sur créer. Si tout se passe bien, vous allez voir que on aura la connexion. Voilà. Tout s'est bien passé. Si je retourne sur la base de données ici, regardez. Et vous voyez que j'ai la connexion utilisateur qui vient d'être ajoutée. Et maintenant, regardez ce que je vous disais concernant l'identifiant. Je vais cliquer ici, vous voyez que j'ai cet identifiant qui m'a été ajouté. Donc, pour se rassurer que cet identifiant est exactement la même identifiant que m'a créé Google Authentication, ben, il me suffit de venir dans Google Authentication ici. Ben, je peux voir que c'est la même. Vous voyez, dans ID utilisateur, c'est exactement la même. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi c'est si important? Mais ça va me permettre, si demain, par exemple, comme tu es en train de dire, par exemple, le mot de passe d'un utilisateur est oublié, ben, on sait facilement par quel identifiant on peut le modifier. Est-ce que je me fais comprendre? C'est beaucoup plus pratique que si on n'avait pas lié l'identifiant de hôte, ben ici, là, ce qui devait se passer, ben, on devait avoir un identifiant différent. Donc, lors des modifications, on devait avoir un problème. Vous comprenez? Mais alors que pour les produits, on laisse à Retime de lui-même gérer. Vous voyez même que les identifiants ne sont pas de la même forme. Ici, regardez comment ça se trouve, parce que ça, c'est l'identifiant de hôte, et ça, c'est généré automatiquement par Retime. Il met le -P, je ne sais pas quoi, devant. J'espère que vous avez compris. Ça va? Ok. Donc, voilà comment on contacte un backend. Est-ce que le backend est difficile? C'est facile, non? C'est juste faire les mêmes requêtes qu'on fait à l'habitude, mais cette fois-ci, gérer côté back. Vous ne voyez pas que c'est le même JavaScript? Oh, toi là-dessus, tu es champion. Toi là-dessus, tu es champion. Ok, bon, là c'était pour la modification, la mise à jour. Maintenant, revenons sur notre produit qu'on était en train de faire ici. Donc, on était en train de get all produits. Donc, on était sur cette route-là où on voulait ici, comment on appelle ça? On voulait récupérer tous les produits que nous avons mis dans la collection produits. Alors, ici, j'avais dit quoi? J'avais dit, on va dire ici URL. Oui, on va voir ça tout à l'heure, comment récupérer un seul produit. Là, on est d'abord en train de voir comment récupérer tous les produits. Ensuite, on parlera de comment récupérer un produit unique. Est-ce que ça va? Ok.
Donc là, qu'est-ce que j'étais en train de vouloir dire? Ici, pour pouvoir récupérer dans tous les produits, encore une fois, on va dire const de data. Bon, ici, je vais appeler ça produit. Encore. Égal à quoi? Si vous voulez, on peut dire produit est de type produit type. Mais là, vous n'êtes pas obligé parce que ici, ce n'est pas, comment on appelle ça, ce n'est pas une requête qui va envoyer les données du backend, c'est juste aller récupérer. Donc, on peut directement dire const produit est égal à await de Axios. Ok, qu'on importe bien point. C'est aussi la méthode get parce qu'on veut récupérer. Ok, backstep comme d'hab. Ok, là, on va dire process. Point. Inf.db URL, ok, slash, et on lui dit cette fois-ci va dans la collection produit. On appelle ça produit comme ça, non? .json. Laissez-moi le voir. Et produit comme ça. Donc, on lui dit va dans la collection produit et récupère-nous tous les produits, c'est fini. Alors, la requête est terminée comme ça. La requête est terminée. C'est get. On lui dit, va récupérer tous les produits que tu trouves dans la collection produit. Mais attention, ce que Firebase va vous retourner, ce n'est pas un tableau, mais c'est plutôt un gros objet JSON que nous allons voir tout à l'heure. Regarde, je vais faire simplement ici. Si tout se passe bien, tu vas faire return de next response point JSON. Ben, tu vas nous retourner produit. Voilà, tu vas nous retourner produit. On lui dit tu nous retournes les produits en question. C'est tout. Vous voyez que la requête est terminée presque comme ça. Sans problème. C'est très rapide. Ok? Voilà, bon, là, je trouve que le nom c'est quand même très long. Je vais modifier légèrement le nom, les amis. Pour me faciliter dans le truc. Je vais appeler ça ici get all. Voilà, tout court. On sait que c'est dans produit, un get all, c'est dans produit. Donc, regardez. Si je retourne dans notre Postman, cette fois-ci, je vais dire non pas new, mais plutôt get all. Et attention, ici, le type, c'est get. Donc, je prends entre get et je vais faire cette fois-ci send. Regardez. Ah, il me dit il y a un message, il y a une erreur qui s'est produite. Donc, voyons voir, l'erreur provient d'où. Ah, ici, attention, l'erreur, vous devez le voir dans le terminal. On va voir ici, dans le terminal. On nous dit quoi? L'objet JSON. Il nous dit c'est le JSON là qui a un problème. Ici, c'est le JSON qui a un problème. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rec close circle JSON stringify. Voilà, donc ici, en fait, pourquoi? Et c'est tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous écoutez? C'est tout simplement comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, il ne va pas vous retourner un tableau JSON. Parce que Firebase retourne un gros objet. Si vous voulez le savoir, vous pouvez faire console.log de produit. Voilà. Là, on va faire console.log de produit. Et là, on va dire par exemple data de point produit. Je ne sais pas si ça va encore créer une erreur, mais on va voir. Ah non, non, non. Qu'est-ce que j'ai fait? Produit.data. Voilà, comme ça. Là, on n'a plus besoin de console log là. On s'en fout un peu de ça. Ok. Et donc, regardez ici. Là, je vais mettre produit. Pour que ça soit plus clair. Regardez, je vais retourner donc ici. Je vais à nouveau faire send. Vous voyez ici, qu'est-ce qui m'a été créé? Un gros objet. Normalement, on devait avoir un tableau. Mais c'est un objet JSON. Est-ce que vous voyez? Il me retourne un objet JSON. Pourquoi? C'est parce que je lui dis, donne-moi la collection JSON que tu possèdes. Donc, il me donne tel que la collection a été ajoutée dans Firebase, tel qu'il me le donne. Et ça, vous ne pouvez pas le manipuler côté JavaScript. Si vous l'envoyez directement comme ça, côté backend, malheureusement, le front-end dit, oui, je vois bien, c'est un objet que tu m'as envoyé, mais malheureusement, je ne peux pas manipuler les objets JSON de façon directe. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de récupérer ces éléments-là, c'est de le convertir d'abord en tableau JS. Ce n'est pas difficile. C'est là qu'on utilise fetch. Non, même pas fetch. Regardez. Quand vous avez un objet que vous voulez... En fait, la méthode que nous allons faire maintenant, les amis, est-ce que je me fais comprendre, va s'appliquer sur tous les types d'objets. C'est-à-dire, si vous avez un objet JSON et que vous voulez convertir en tableau JS, c'est très simple.
On va dire ici, on convertit l'objet JSON retourné, ok, en tableau JS. Alors, comment on le fait? Rien de plus compliqué. On va simplement faire un const de data. B est égal à quoi? B est égal tout simplement à produit point data point. Attention, ici, je vais mettre un point d'interrogation au cas où il y a une erreur. Hein. C'est très important. Point data point. B, ici, on va dire entry. Attendez, je vais d'abord faire comme ça. Voilà. Et puis, si je fais data point. Pourquoi les entries là ne sortent pas? Bon, en tout cas, je vais faire point entries. Je ne sais pas si j'écris bien. Hein. Comprenez-moi, les amis. Permettez-moi, je vais voir ça dans mon cours. Je ne sais pas si j'écris bien ou j'écris mal. Voilà, c'est en anglais. Voilà, point entries. Voilà, c'est ça, je vais prendre ça dans mon cours. Point entries. Ok. De entre parenthèses. Ah non, c'est moi qui ai mal écrit. Hein? Voilà. C'est moi qui ai mal écrit. Ça commence par objet. Tu peux arrêter hein, si tu veux. Objet. Voilà. C'est objet. Point entries. Voilà. Et là, on met les éléments qu'on veut. On veut lui dire produit. Point data. OK. Point map. Je vous expliquerai tout à l'heure tout ce que le blabla que je suis en train de faire. On va ouvrir les parenthèses. On va mettre ça. ID, virgule. Permettez-moi d'écrire d'abord. Data. OK. ID, virgule. 3 points de data. Je crois bien. C'est bon comme ça, mais c'est le problème, c'est le typage. Oh, c'est ID avec petit d. OK. Voilà, il va me demander les types. Ici, il va me demander le typage. Attends, ici, là, le type, là, je vais mettre simplement. Bon, je vous explique d'abord ce que je viens de faire. En fait, ce que je viens de faire, c'est quoi ici? Ici, je suis en train de vouloir convertir produit data, c'est-à-dire ce qu'on récupère dans la base de données, en tableau JS. Mais comme, regardez le résultat que nous a donné Firebase. Firebase nous a donné, ça c'est les identifiants de chaque élément à l'extérieur de ça. Est-ce que je me fais comprendre? Quand les identifiants sont à l'extérieur, ce que je dois faire, je dois mapper tout l'objet pour récupérer et les identifiants et les données. Les données, c'est ce que vous voyez ici. Donc, du coup, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, ah, écoute, tu vas récupérer à l'entrée tout l'objet et tu vas faire son mappage auquel tu vas récupérer l'identifiant que tu vas voir à l'extérieur et aussi les datas. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, ben, quand tu vas faire sortir, tu nous fais sortir un tableau JSON comme ça où on aura l'identifiant et les données du tableau en question. Si on avait juste, est-ce que je me fais comprendre? Si on avait juste, on n'avait pas les datas, ben, on pouvait directement faire const de data égale à object.values et puis on met produit.data. Là, qu'est-ce que ça va faire? Ces deux-là, qu'est-ce que ça va faire? Celui-ci, vous allez voir tout à l'heure la différence. Hein, là, je vais mettre data 2. OK, pour que vous puissiez voir. Celui-ci va nous retourner, va convertir le tableau en JS, mais sans nous donner les identifiants. Est-ce que je me fais comprendre? Par contre, celui-ci va convertir le tableau en JS avec les identifiants de chaque produit. C'est ça la différence des deux. Testons-le pour que vous puissiez voir. Regardez. Je commence par le deuxième. Donc, celui-ci. Et là, je vais mettre... Tu vas nous retourner produit égal à data 2. C'est bon, c'est pour que vous puissiez voir la différence des deux. C'est-à-dire celui-ci retourne sans ID et celui-ci retourne avec l'ID. Voilà. Je vais faire comme ça et je vais faire revenir ici. C'est le data 2 qui retourne avec l'ID. Non, sans ID, c'est data 2.
Regardez, si je fais ça, vous voyez, il me retourne juste l'objet, mais on n'a pas leur identifiant. Est-ce que vous comprenez pourquoi? En fait, pourquoi je vous montre les deux? C'est pour vous dire quoi? Quand vous avez un objet où l'objet n'est pas en format JSON pur, c'est-à-dire il n'y a pas les identifiants, vous n'allez pas vous tracasser, vous allez simplement dire, écoute, transforme cet objet-là, c'est une classe qui existe, qui est comme ça, transforme cet objet en tableau JS. Et puis tu gères tout le reste. Donc là, on va dire retourne son ID. OK? Par contre, ici, je vais dire on convertit JS. Ici, par contre, ici, je vais mettre ici retourne avec les ID. Est-ce que vous comprenez? C'est la différence des deux. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Donc là, je vais décocher ça. Et là, on va dire retour de data. Le problème, c'est juste gérer son typage. Hein. Là, je dois voir comment est-ce qu'on gère le typage de ça rapidement. Voilà. Mettons, regardez. Si je viens maintenant ici et que je fais send, vous voyez que là, il m'a retourné et on a bien l'identifiant ici. Donc, il a bien compris que je dois retourner l'identifiant de chaque élément. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ok, mettons le problème, c'est ici. Comment ajouter l'ID ici? Bon, on va dire ici data. Data, 2 points. Je sais pas moi. On doit mettre le type ici. Excusez-moi, là, permettez-moi, je vais tricher un peu ici. Là, je vais tricher un peu. Je vais juste dire comment ajouter un type ici. Si j'ai jamais fait ça, comment on fait? Équipage, voilà, on doit créer ça. Ok, donc il nous demande de créer son interface rapidement. Bon, c'est pas grave. On va récupérer ça. On va créer son interface ici, hein, un peu plus haut ici. On va simplement dire interface de produit. Ici, attention, c'est produit quoi? C'est produit type, non? Voilà, on va dire ID et de type produit type. Et là, on va dire entries, machin truc, as. Tu dis as produit data. Voilà, c'est bon. Comme ça. Tu dis? Non. Ici, on a dit produit data. Voilà. On a créé. C'est juste l'idée qu'on a mis ici, en fait. Normalement, ça devait marcher. Attendez, je vais essayer une chose. Au lieu de dire produit data, as produit type. Bon, ça marche pas. Il faut forcer créer son interface, comme on a fait tout à l'heure. Ok, c'est pas grave. En tout cas, ça, c'est une classe. Voilà, c'est tout. On crée juste l'interface vu qu'on veut retourner l'identifiant. Est-ce que vous comprenez? On dit tout ce que tu trouves ici est de type produit data et puis c'est fini. Hein? Vous pouvez dire produit data, type produit data. Voilà. Voilà un peu ce qu'on a. Voilà. Comment il fallait faire pour récupérer, pour transformer un tableau en JS. Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez compris? Donc la seule difficulté ici, c'est ça. C'est-à-dire, si vous voulez récupérer toutes les données, voici la méthode. Je dis, écoute, va récupérer tout ce qui se trouve dans la collection produit. OK? Ensuite, convertis tout ce que tu as, c'est-à-dire l'objet que Firebase t'a donné en tableau JS. Ensuite, tu nous le retournes et puis c'est fini. Donc, ce qui fait que quand on retourne ici, dans notre truc, on a bien toutes les données. Ça va maintenant? Et là, votre front-end va faire appel à ce tableau JS et puis vous allez en manipuler, afficher, mapper, tout ce que vous voulez faire. Tout ce que vous avez à faire, vous le faites. Est-ce que ça va maintenant? Ça va? Okay. Et si maintenant on voulait, comme tu as posé la question, on va terminer aujourd'hui par ça. Si on veut récupérer un seul produit à la fois, on n'a pas besoin de tous les produits,
mais juste un seul produit, peut-être pour afficher ses détails. Est-ce que vous voyez? On veut afficher par exemple les détails d'un produit, et etc. Comment on fait pour récupérer, je dis bien, un seul produit? Alors, c'est ici qu'intervient ce qu'on appelle par les routes dynamiques. Les routes dynamiques, c'est quoi? En tout cas, ici, on parle des routes API d'abord. Les routes API dynamiques, ce sont des routes où on crée une seule route, mais qui peut changer, qui peut avoir plusieurs paramètres. C'est-à-dire où on a besoin, où on va ajouter ces paramètres ici, qui va récupérer des paramètres qu'on ajoute dans une requête. Non, c'est là qu'intervient le paramètre de... Exact. Vous comprenez maintenant où on va ajouter les paramètres et on avance et on avance. Est-ce que ça va? Ok. Alors, comment on le crée? Rien de plus compliqué. Là, je veux que vous puissiez être vraiment un peu aux aguets. Pour créer une route dynamique avec Next.js, je dis bien avec Next.js parce que chaque technologie a sa manière de créer des routes dynamiques. Est-ce que je me fais comprendre? Ici, avec Next.js, vous allez donc sur la collection, sur le dossier serveur. On va créer donc un dossier et ce dossier va avoir des crochets. Comme ça commence par des crochets. Et là, on va dire par exemple ici, get produit. Plutôt, on va appeler ça ici ID, pardon. On va dire ici ID. Non, attendez, avant de mettre les crochets, ici, c'est juste un seul produit qu'on fait, non? Donc, on va simplement appeler ça ici get one. Par exemple, obtenir un seul produit. Et on crée encore un autre dossier à l'intérieur. Et là, on va mettre ID, comme ça, entre griffes. Donc, vous voyez que j'ai créé une route get one. Et à l'intérieur de cette route, je crée un autre dossier que j'ai mis entre un crochet ID, comme ça. Si vous ne faites pas comme ça, vous ne pouvez pas récupérer les paramètres d'une route. Cette manière de créer, vous voyez que c'est un dossier avec un crochet, on appelle ça route dynamique. Est-ce que ça va? Okay. Et puis à l'intérieur du dossier où on a mis ID, on va mettre route. Ok, on va dire simplement dire route.ts comme d'habitude. Voilà. Donc get one et là on a ID. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Ça va? Même nous allons faire la modification. Ok. Maintenant, une fois que vous êtes ici, souvent, comme on veut récupérer c'est juste la récupération, c'est la méthode get. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc on va dire ici export de const de get, ok, égale à une fonction asynchrone qui va prendre la requête qui est bien sûr de type request. Attention, ici on a besoin de deux paramètres. S'il vous plaît, regardez ici. On va dire virgule, on doit récupérer le paramètre ID. Mais pour récupérer le paramètre ID, on va ouvrir les accolades comme ça et on va mettre params qui lui-même sera de type comme ça, si je n'ai pas oublié, de type params. Là, c'est un peu chiant, mais bon, en tout cas, vous comprenez ça comme ça, qui sera de type promise. Voilà, vous allez faire comme ça, de ID. C'est ça, non? Oui, ID de point string. Voilà, je crois bien que c'est comme ça. Si je ne me trompe pas. Moi, est-ce que je me suis trompé un peu? En fait, ici, vous voyez que c'est une autre un peu chiant. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de vouloir lui dire ici? Écoute, on est en train de lui dire, cette route va récupérer aura des paramètres. C'est pourquoi on a mis params. Mais ces paramètres, comment on est en TypeScript? Est-ce que je me fais comprendre? Si vous faites en JavaScript, toute cette partie de blabla là que j'ai mis là, vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous êtes en JS. Mais comme nous, on est en TypeScript, on lui dit params est de type params qui va récupérer, mais qui attend l'identifiant. Ici, vous devrez mettre simplement les paramètres attendus par votre requête, mais qui est une promesse. Ça veut dire que vu qu'on est dans une fonction asynchrone. Est-ce que je me fais comprendre? Ok. Voilà, j'espère que vous comprenez bien. Ensuite, on va faire notre fameux try catch, comme d'hab. Bon, je fais du copier-coller, je n'ai pas besoin de me casser la tête ici, là.
Ici, j'ai pas envie de me casser la tête. Next réponse qu'on va bien importer. OK. Et là, on va d'abord voir est-ce qu'on arrive à récupérer le paramètre. Pour savoir si on arrive à récupérer le paramètre, je vais simplement faire un const de ID égal à await. Égal à await, c'est très important, est égal à await de params.id. Comme ça. Donc, qu'est-ce que je suis en train de lui dire? Je suis en train de dire écoute, ou encore, si vous ne voulez pas faire ça comme ça, on peut faire directement comme ça, on peut le décrypter. Voilà, là c'est plus mieux. C'est égal à await, comme ça, de param. On va dire ici, on récupère. Le paramètre ID. Est-ce que vous voyez? Donc ici, vous voyez que ici, c'est l'identifiant qu'on a mis entre crochets ici qui sera récupéré. Est-ce que je me fais comprendre? C'est ce qu'on appelle une route. Dans l'identifiant peut changer à chaque moment. On peut mettre 2, 3, 10, 20, 50, je ne sais pas combien. Et donc, pour le récupérer dans la route, on dit, écoute, tu vas le stocker dans param, mais nous attendons l'identifiant qui s'appelle ID. Si j'avais appelé ça autrement, c'est autrement. C'est que si j'avais mis non ici, c'est non ici que je devais mettre. Donc, ça veut dire que si entre crochets, j'avais mis entre crochets non, ici je vais mettre non. Et l'identifiant en question est de type string. Et voilà comment vous le récupérez. Et là, pour pouvoir savoir si tout se passe bien, regarde, je vais simplement faire un return de next response.json. Et on va simplement dire ID. Voilà, on va dire, voici l'ID qu'on récupère. OK? Là, on est en train de tester si on arrive vraiment à récupérer le paramètre ID en question. Est-ce que ça va? Ça va pour tout le monde? Ama, ça va? Tu es fatigué? Tu es fatigué? D'accord. On finit juste ça et puis vous allez vous reposer. C'est bon? On va continuer demain pour l'update et le delete. Déjà, le delete, c'est la même chose, hein, c'est plus facile. Vous changerez juste, au lieu de get, vous allez mettre juste delete. C'est tout. Pour l'update, c'est le put. Et puis, c'est fini. Voilà, on a déjà même fait put avec vous ici tout à l'heure, quand on a fait quoi? L'utilisateur. Voilà, donc, ça veut dire que vous comprenez déjà. Oui. Non. Oui, non, ça c'est juste le put. Par exemple, tu vas mettre modificateur. Par exemple, tu vas créer une collection like que chaque fois qu'on like un truc, tu l'envoies dans la collection like. Et puis tu ajoutes l'identifiant du post qu'on a liké, c'est tout. Pour savoir que c'est tel post qui a été liké. Lorsque tu récupères, tu peux compter le nombre de likes qui a été fait pour ce post. C'est les mêmes méthodes qu'on est en train de faire en fait. Ça, vous n'êtes pas obligé de vous tracasser la tête. Ça va? Ok. Donc là, regardez, je n'ai pas encore envoyé la base de données. Hein. Je vais juste d'abord voir si j'arrive à récupérer l'identifiant. Là, ce que j'ai à faire, pour pouvoir faire appel à notre get1, si j'ai appelé ça get1, ce que je vais faire, je retourne sur Postman. Là, je vais dire get, non pas get all, mais plutôt get1. Attention, je vais mettre encore slash et je mets l'identifiant, en fait, l'identifiant que je veux récupérer. Donc, je peux mettre 2 par exemple, supposons que le paramètre est égal à 2. Ça va? Et je fais slash. Et je fais send. Et là, vous voyez, on me dit bien que j'ai envoyé 2 paramètres. Est-ce que vous comprenez? Si je mets ici, supposons que le produit à récupérer, c'était le 3. Et je fais send. Et on me montre bien que c'est 3. Est-ce que vous voyez? Si je récupère vraiment, je vais prendre un peu tout. Je peux prendre par exemple ce ID là. Voilà. Et je reviens sur get1. Et je le colle ici. C'est ça que je mets comme ID. Je fais send. Eh bien, il me montre bien que le paramètre que tu as envoyé, c'est celui-ci. Donc là, vous voyez que j'arrive bien à récupérer le paramètre. Vous comprenez maintenant les routes dynamiques. On crée une seule route, mais qui peut changer de données à bout de champ. En fait, à chaque fois, on ne va pas être là à créer une route pour tel produit, une route pour tel produit. On crée une seule route, mais on peut lui envoyer une seule requête, mais qui change. On dit que c'est des routes dynamiques parce que ça prend des paramètres. Ça va pour tout le monde? Est-ce que ça va? Ok. Alors, maintenant, regardez. Tu dis? Exact. Peu importe le paramètre qu'on va lui envoyer du produit, il va nous donner les résultats de ce produit-là. C'est comme si on dit, va rechercher tel produit. Il dit d'accord. Il va y rechercher et nous donne. Bon, on change encore. Va aussi, il récupère et nous donne.
c'est la même chose. Vous créez dans User ici une route, par exemple get one, et puis vous mettez votre truc. Vous savez, quand je vais aller sur la route user/get one, je mets le paramètre de l'utilisateur que je veux récupérer. Ça va bien sûr son identifiant. Ça va? Ok. C'est les mêmes routes. Est-ce que ça va? Ok. Alors là, regardez, maintenant, une fois qu'on a ça, hein, l'objectif, ce n'était pas d'afficher l'idée, mais d'afficher tout le produit. On va dire ici, on récupère le produit, ok, dans la DB. Ici, notre DB, c'est Real-Time Database, bien sûr. Donc, const, je vais appeler ça simplement ici, donc on a déjà rec, je vais appeler ça ici produit. Bon, je vais appeler P égale à quoi? Égale à E8 de Axios. Point Axios. Point get. C'est ça, non? Vous êtes fatigué, je sais. Process. Point F. DB URL. Là, on va dire slash va dans la collection produit. Cette fois-ci, on va pas mettre produit.json. On va faire exactement ce qu'on avait fait dans le truc. Comment vous appelez ça? Dans le user. Va dans la collection produit, mais sélectionne le produit qui a cet identifiant-là, .json. Comme ça. C'est ce qu'on lui dit de faire cette fois-ci. On lui dit va dans la collection produit, sélectionne le produit qui a cet identifiant. Et si tu trouves bien, là, tu vas nous retourner produit, deux points, égal à p.data. Tu nous retournes le produit que tu as trouvé. C'est fini. Si vous retournez en grand objet, c'est pas grave, on va le convertir comme on a fait tout à l'heure en JSON. Est-ce que ça va? Mais je pense bien que ici c'est un seul objet qui va vous retourner. Pas besoin de le convertir en tableau géant. Sauf si c'est plusieurs données que vous voulez récupérer, c'est en ce moment-là que la conversion de object.entries entre en ligne de compte. Est-ce que ça va? Okay. Maintenant, regardez, on va tester. Là, je vais donc faire send. Vous voyez que là, il me retourne exactement le produit en question. Vous voyez, non? Il me retourne bien que produit. Mais il n'a pas mis son ID. Parce que c'est nous qui lui avons déjà donné l'ID. Là, quand vous faites la récupération d'un seul produit, vous, dans votre tête, vous savez que j'ai déjà l'identifiant. Là, si vous voulez l'ajouter simplement dans la requête, ça deviendra plus facile. Là, il vous suffit de faire comme ça. Écoute, produit. Tu vas retourner l'ID et 3 points de p.data. Comme ça, pour dire, tu vas insérer aussi l'identifiant dans le résultat, en fait. Est-ce que ça va? Alors, vous voyez que là, on a bien l'identifiant qui est aussi retourné. Voilà un peu, les amis, comment faire appel à une route dynamique en Next.js. Il vous suffit de créer la route, ensuite le paramètre avec entre crochets, donc c'est un dossier, et à l'intérieur, vous mettez route.ts, et pour le récupérer, voici ce que vous faites. Param, 2 points params, machin truc comme ça. Voilà, c'est terminé. Est-ce que ça va? Donc, si vous avez compris ce qu'on a fait aujourd'hui, je vous invite à la maison de faire la modification d'un produit et la suppression d'un produit. Demain, je vais voir ce que vous allez faire. Modifier et suppression. Je vous envoie le fichier. Allez revoir tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Ça va? Le cours est fini comme ça, hein, de Real-Time Database. Ce qui reste, c'est juste les ateliers que demain, je vous donnerai un atelier à me ramener la semaine prochaine. Voilà. Et puis, c'est fini. Est-ce que c'est bon? Ça va? Ok. Demain, nous parlerons des multi-tenants et voilà, de la synchronisation. Si le temps nous le permet, on parlera aussi de la synchronisation avec IndexedDB. Et la semaine prochaine, on parlera des stores et de MongoDB. Et quand on finira ça, on attaquera Express.js et puis les IA. Ah ouais. J'ai mal au ventre, c'est quoi?